Madame, Monsieur, bonsoir. Le Mali et l'Ukraine au menu de questions d'actu ce soir. Après l'annonce du désengagement progressif des militaires français déployés sur place, la junte au pouvoir au Mali a demandé vendredi à Paris de faire partir sans délai ses soldats. En réponse, le Premier ministre français hausse le ton. La France ne tolérera aucun ultimatum et ne sera sensible à aucune pression, quelle que soit leur provenance, a déclaré Jean Castex devant l'Assemblée nationale. Sur le terrain, dans les rues de Bamako, les Français sont passés de libérateurs à un statut d'occupant. L'avenir de la mission des casques bleus de l'ONU au Mali, la MINUSMA, est désormais compromis. Quel réel impact sur le paysage sécuritaire au Mali et au Sahel ? Sur l'échiquier international, le positionnement de forces russes sur le continent africain n'est pas sans conséquence. L'arrivée de paramilitaires de la société de sécurité privée Wagner, proche du Kremlin, change la donne. En effet, selon certains médias, ces mêmes mercenaires seraient apparus pour la première fois aux côtés des sécessionnistes du Donbass en Ukraine. C'était en 2014. 8 années plus tard, donc en 2022, cette région fait bien sûr l'actualité puisque le président russe décide de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes de l'Est, donc de l'Ukraine, et d'envoyer une force de maintien de la paix, une décision qui accentue donc bien sûr les tensions déjà existantes dans ce pays qui, rappelons-le, a toujours été tiraillé entre son attachement à la Russie et celui à l'Europe. Alors, cette reconnaissance des républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk, est-ce réellement un pas de plus vers une réelle guerre? Nous allons tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres en compagnie de mes chers invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Chalkhaoui Dani, bonsoir. Bonjour Madame Yassine. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et en géostratégie. Merci de vous joindre à nous sur le plateau de Média Avec plaisir, Madame. Et j'ai également le plaisir d'accueillir cette fois via Skype depuis Paris mon confrère Mustapha Tossa. Bonsoir, merci à vous également de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Bonsoir Khadija. Est-ce qu'on peut dire que la France reconnaît que l'opération Barkhane est un échec ? Justement, c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer devant Emmanuel Macron ou devant Jean-Yves Le Drian, le ministère des Affaires étrangères. La France ne reconnaît pas que c'est un échec parce que ils estiment, enfin, la diplomatie française estime que depuis 2013-2014, il y a eu beaucoup de réalisations sur le plan militaire stratégique. Ils ont empêché des groupes armés de prendre le pouvoir. Ils ont mené une guerre sans merci contre les groupes terroristes, même si ils ne sont pas parvenus à les éradiquer. Donc, si ce retrait se fait actuellement, ce n'est pas en partant sur un échec, mais sur quelque chose d'inachevé, une campagne inachevée, mais pas un échec, parce que le mot échec donne des heurtis à Emmanuel Macron et à Jean-Yves Le Drian. Alors, pour eux, il faut sortir du Mali, non pas que le combat contre le terrorisme est terminé, mais parce qu'au Mali, il y a un pouvoir qui a des positionnements obscurs et suspects, aussi bien à l'égard du groupe Wagner qu'il a fait venir sur son territoire, mais aussi à l'égard des groupes fondamentalistes et djihadistes. On soupçonne une partie de l'armée malienne de vouloir passer un deal avec ces groupes pour partager le pouvoir. Et là, cette vision-là est totalement refusée par les Français. Et parce qu'on leur a demandé de partir et parce qu'on leur a demandé de revoir les accords de défense, les Français ont préféré quitter le Mali, déplacer les 2500 soldats qui sont là-bas. Et comme vous l'avez rappelé en introduction, Jean Castex en a parlé avec beaucoup d'émotion et beaucoup de détermination. Il a dit qu'il est hors de question de partir sous la menace, il est hors de question de revoir... mais c'est déjà le cas aujourd'hui, Mustapha Tossa. C'est déjà le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un retrait ? C'est-à-dire que c'est une réelle intention ou ils ont été un peu poussés à la sortie ? Ils ont été poussés à la sortie, mais ils ne veulent pas revivre le scénario à l'Afghan. C'est-à-dire qu'ils ont 2400 soldats qu'il va falloir évacuer du Mali et l'opération prendrait, selon les Français, entre 4 et 6 mois. Subir les injonctions du régime malien en disant il faut absolument partir maintenant, sinon vous risquez quelque chose, ça c'est une réalité que les Français refusent absolument. Ils veulent sortir, mais pas revivre le cauchemar américain en Afghanistan. Oui,
Cheikh Aouloudani, est-ce qu'il y a moyen de comparer les deux situations, du retrait de la France du Mali, le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan, comme cette comparaison vient d'être faite par mon confrère Mustapha Toussa, mais surtout pourquoi ce changement de paradigme soudain du côté de ces pays, et notamment le Mali, peut-être que d'autres pays pourraient suivre en Afrique également? Écoutez, la première chose aujourd'hui, nous devons savoir que le début, c'était les attentats du 11 septembre en 2001 aux États-Unis. Donc la France, depuis s'y inscrit verticalement au niveau du nombre d'opérations à l'échelle internationale. On parle de l'opération Harmattan, on parle par exemple au Liban, on parle de son inscription aussi dans une logique dans des missions de paix sous l'égide des Nations Unies et aussi verticalement sur l'étendue des missions sur plusieurs régions. Aujourd'hui, le terrorisme, bien sûr, tout le monde le sait très bien, il y a eu une sorte de recrudescence des attaques terroristes depuis, par exemple, 2011 dans la région dans la bande sahélo-saharienne, en Afrique de l'Ouest et même en Corne d'Afrique. L'Afghanistan, la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut vraiment essayer d'analyser et faire une comparaison, on pense que derrière, par exemple, le retrait américain, c'est un retrait tactique et stratégique en même temps. Parce que l'Afghanistan, il n'y a pas un État, il y a des talibans, c'est-à-dire vous donnez un petit peu l'opportunité, l'occasion à une mouvance qui a été ornée par l'Occident d'être en tant que mouvement qui peut se transformer en État et capable de gérer dans une région très importante. Indirectement, implicitement, les États-Unis, ou en tout cas l'Occident, a reconnu les talibans comme ils dirigent aujourd'hui les pays, c'est les dirigeants de l'Afghanistan actuel. Donc, tout à fait. Et aussi parce que il faut savoir, par exemple, quand vous parlez de l'Afghanistan, vous parlez de la géopolitique de l'Asie centrale. L'Asie centrale, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est beaucoup de choses. Donc, il y a un couplage de ce qui se passe aujourd'hui quand on va discuter et ce qui s'est passé en Afghanistan. La même chose au Mali, par exemple, et dans l'Afrique de l'Ouest. Depuis très longtemps, on voit qu'il y a un redéploiement militaire parce que c'est pas la première fois, mais à travers des forces non militaires, des forces Wagner, en Mozambique, en Angola, dans plusieurs pays. Aujourd'hui, c'est le Mali, la Libye. Et de fait, aujourd'hui, il y a une reconfiguration géopolitique de la perception de la Russie, de son positionnement, son redéploiement à l'échelle internationale et notamment au Mali. Ce qui s'est passé, c'est simple. Aujourd'hui, par exemple, depuis 2014, le déclenchement de l'opération Barkhane après l'opération Serval, donc la France s'est inscrite dans une spécificité de mission de dimension régionale. D'ailleurs, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 5 pays, on parle du Mali, du Tchad, du Burkina, du Niger, donc 5 pays qui sont très importants, qui font une superficie de 7,6 fois la superficie de la France, à peu près 5 millions de kilomètres carrés, et de fait, il y a une menace transfrontalière et aussi une mission transfrontalière. Et de fait, aujourd'hui, la France, elle a été dans l'incapacité de gérer cette carence de moyens, de logistique opérationnelle. Et de fait, on pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait un échec tactique et aussi stratégique. Est-ce que, pardon, je vous interromps parce que vous avez parlé des 5 pays. Est-ce que la France a perdu tous ses alliés, entre guillemets, dans cette région du Sahel, à part le Mali? En fait, par exemple, si on voit ce qui se passe au Niger, ça fait 3 mois, il y avait, par exemple, des manifestations anti-France. Mais maintenant, au Tchad, il y a un discours narratif, un discours anti-français dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Certes, aujourd'hui, l'establishment dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, je parle des gouvernements et des États, les responsables, oui, mais au niveau de la population française, ou la population de ces pays, ils portent un discours anti-France, mais et aussi même essaie un petit peu de ressusciter ce qu'on appelle la France-Afrique de Foucault. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que devant l'incapacité de gérer cette situation, de cette montée en fulgurante de attaques terroristes, parce qu'il y a des séquelles aujourd'hui, par exemple, les attaques terroristes d'Andalamina, de Mopti, de la région de Liptako-Gourma, qui devient l'épicentre de terrorisme à l'échelle du continent africain, devant aussi l'incapacité de Barkhane de coupler
coupler ces actions avec le MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali. Donc la France s'est retrouvée devant une difficulté vraiment structurelle. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas des moyens, il n'y a pas vraiment de la manière aussi de créer une certaine interopérabilité entre toutes les forces françaises éparpillées dans le nord du Mali, vu la difficulté. Donc il y avait un recours à des arrangements avec certains groupes pour qu'ils puissent continuer d'exister malheureusement. Et de fait aujourd'hui, devant cette situation, donc il y a certains États comme la Russie, ils voient, par exemple, quand vous parlez du Mali, vous parlez d'un pays qui est stratégique, un pays qui est limitrophe de plusieurs États, qui disposent des matériaux critiques et stratégiques, et du gaz, du pétrole, de l'uranium, du cobalt, des terres rares, et de fait, aujourd'hui, il y a cette extension de l'influence stratégique de la Russie en Afrique, et on l'a vu, par exemple, à maintes reprises dans le discours de Poutine lors du sommet Russie-Afrique, que la Russie s'intéresse davantage à ce continent. Il ne cache plus ses ambitions ni ses intentions. Il ne cache pas ses ambitions. Est-ce que vous pensez, messieurs, la question vous est ouverte, est-ce que vous pensez que sans la Russie, il n'y aurait pas de désengagement, un peu, si on peut l'appeler ainsi, de la France dans cette région-là? Mustafa Tossa, puis je vous donne la parole. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand on voit l'exemple malien, les autorités de transition, ou les putschistes, comme on les appelle, selon qu'on les appelle transition ou putschistes, ils ont eu ce courage de parler avec cette détermination et cette franchise et cette agressivité aux autorités françaises parce qu'ils étaient soutenus par le groupe Wagner et par la Russie. Donc, sans la Russie, sans le groupe Wagner, il n'y aurait pas un changement aussi flagrant de cette équation sécuritaire. Et puis, mais il n'y a pas aussi que Wagner, il y a aussi le sentiment anti-français sur lesquels un certain nombre de pays concurrents à la France ont soufflé sur les braises. Et là, il y a beaucoup de pays, ce n'est pas forcément la Russie qui a fait ça, il y a aussi la Turquie, il y a aussi les Chinois qui voulaient absolument faire en sorte de déloger la France de cette région. Alors, mais moi, il ne faut pas donner aussi l'impression que la France est désengagée de cette région. Elle s'est désengagée provisoirement du Mali à la demande des autorités, mais elle reste au Sahel. Sauf que la guerre contre le terrorisme, si elle ne concerne pas le Mali, qui est le plus gros morceau dans lequel les organisations djihadistes agissent et s'activent, cette guerre-là serait, par exemple, inefficace et pas si utile que ça. Alors moi, je reprendrai à mon compte le mot échec quand même qu'on a prononcé au début de cette émission. Échec français de ne pas avoir su mettre sur pied le G5 Sahel, la fameuse force des pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Ils n'ont pas réussi à trouver le financement, ils n'ont pas réussi à trouver la formation, le matériel. Donc ça, c'est un échec français. Et échec français de ne pas avoir réussi, entre guillemets, à éradiquer le sentiment anti-français sur lequel surfait tous les putschistes de la région et tous ceux qui voulaient absolument que la France quitte cette région. Donc à ce niveau-là, oui, on peut parler d'échec. Échec français flagrant. Alors ces raisons sont connues, c'est parce qu'à un moment donné, les Français n'ont pas eu cette vision claire que les choses ont changé, que ces pays aussi avaient besoin non seulement de développement économique, mais aussi de démocratie. Donc la France a donné l'impression qu'elle pouvait s'accommoder avec des régimes autoritaires, notamment au Tchad et dans un certain nombre de pays. Et ça, ce changement de vision, j'ai l'impression que les Français ont raté cette marche qui aurait pu adapter leur présence et leur manière de voir dans cette région. Une réaction, Cheikh Khaouil Oudani, aussi par rapport à l'avenir de la MINUSMA, par rapport à l'avenir de la MINUSMA, à ce retrait français du Mali, quel impact sur cette force? Écoutez, la première chose qui est très importante et que j'aimerais bien signaler, que la lutte contre le terrorisme n'a rien d'une guerre traditionnelle. C'est-à-dire que les moyens à mettre en œuvre pour relever les défis et aussi les enjeux ne s'inscrivent pas dans une guerre traditionnelle. C'est-à-dire dans la Banque Sahel Sahara, ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina, ni au Lepta Kogoma, il n'y a pas une guerre à gagner.
Donc, c'est-à-dire parce que ce n'est pas une guerre traditionnelle. Donc, vous êtes devant un ensemble de mouvements, un ensemble des groupes armés, peut-être parfois en connivence, peut-être parfois travail en discordance. Et de fait, aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans une situation qui, aujourd'hui, une action militaire ne peut pas porter un projet politique. Et de fait, aujourd'hui, la France, il faut le dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'opération Barkhane, l'un des problèmes dans lequel s'est englouti, c'est qu'il y avait une sorte de déficit de perception stratégique au niveau politique. Ce n'est pas au niveau militaire, parce que même les militaires, ils savent très bien, même si, par exemple, quand vous parlez, par exemple, avec les Français qui sont au Mali, les officiers, d'ailleurs, ça on le trouve dans les analyses des experts français militaires, donc c'est-à-dire que les moyens qui ont été mis en place par la France ne sont pas vraiment à la hauteur de cette guerre ou bien de cette menace transfrontalière et régionale. Et de fait, c'est ça. Sous-estimé ? La France a sous-estimé peut-être sous-estimé l'ampleur aussi parce de ce qu'il y a... conflit. Non, sous-estimé parce qu'aussi il y a ce qu'on appelle le caractère utopique, parce que la réalité, nous l'avons bien expliqué à maintes reprises ici, c'est parce qu'aujourd'hui, le terrorisme n'est plus une guerre traditionnelle, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes devant une culture dans la bande sahélo-saharienne. Par exemple, quand vous voyez par exemple la manière avec laquelle vous parlez du Mali, c'est 2 fois la superficie de la France, vous parlez de la bande sahélo-saharienne, c'est à peu près 8 fois la superficie de la France, vous parlez de 5 millions de kilomètres carrés, le pouvoir central, il est affaibli, il souffre de beaucoup d'incohérences politiques. Il y avait des coups d'État aussi au Mali, 2 fois au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau. La situation vraiment est alarmante. Et de fait, aujourd'hui, il y a un problème aussi de coordination entre les acteurs internationaux sur le théâtre du jeu. L'élongation du théâtre d'opération, elle est très importante. Et de fait, la bande sahélo-saharienne devient un acteur de jeu de plusieurs puissances. La France devant une certaine incapacité de gérer certaines situations, parce que quand vous parlez par exemple de sentiments anti-français, il ne faut pas aussi se leurrer, parce que par exemple aujourd'hui il y a une guerre informationnelle menée par le Kremlin dans la bande sahélo-saharienne en Afrique de l'Ouest. J'allais vous interpeller là-dessus, parce que quand on dit qu'il y a cette influence, comment cette influence est-elle installée auprès des populations ? Non, mais écoutez, tout le monde le sait aujourd'hui, par exemple même en Ukraine, dans les régions par exemple de Donbass, aujourd'hui il y a une guerre informationnelle du Kremlin, c'est-à-dire il faut préparer le terrain pour qu'on puisse mener donc, une offensive soit militaire, soit politique, soit tout ça. Donc il faut préparer le terrain. On ne prépare pas le terrain il y a WhatsApp, il y a des réseaux sociaux, il y a une intelligence, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous sommes dans une guerre hybride. Ce n'est pas qu'avec les militaires qu'on peut gagner les guerres, mais à travers d'autres choses. Des informations pour commencer. Voilà, des informations. Et de fait aujourd'hui, par exemple, le sentiment anti-Ebeka, Ibrahim Aboubacar Keïta, ce n'était pas comme ça un dieu, un de sex machina qui est en vie, voilà, Ebeka n'est pas valable, ou bien Gassemi Guattaoui, il est valable. Non, du tout, parce que tout s'est préparé intelligemment par des services occidentaux. N'oublions pas aussi, parce qu'il y avait aussi une chose qui est très importante qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui même au niveau de l'Union européenne, il n'y avait pas une convergence opérationnelle et une coopération politique pour mener, soi-disant, cette menace. Je ne dis pas la guerre, parce que rien n'a gagné. Il n'y a pas une guerre dans la bande sahélo-saharienne à gagner. Il y a des menaces transfrontalières et on doit les gérer d'une manière très politique et on doit les gérer avec une approche plus globale. C'est le développement. Quand je vois par exemple le sommet Union africaine, Union européenne, c'était vraiment quelque chose qui c'est l'échec total de 150 milliards de dollars. C'est une montagne qui a accouché d'une souris finalement. Voilà, vous me dites 250 milliards de dollars. Ce qu'a besoin aujourd'hui l'Afrique, c'est des projets inclusifs. D'accord, qui va vers l'intégration, vers l'autonomie stratégique du continent africain, mais essaye un petit peu de dire, voilà, on va essayer de faire ça, c'est ce qu'on appelle un discours narratif, mais les actions et les méthodes sont absentes. Et de fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le résultat de plusieurs paramètres, de plusieurs équations, qu'on n'arrive pas de solutionner. Par exemple, madame, laissez-moi vous dire une chose qui est très, très importante, et maintes fois, on a essayé un petit peu d'attirer l'attention, c'est la Libye. L'équation libyenne doit être résolue. Si vous voulez la paix et la sécurité dans la bande sahélo-saharienne, il faut couper les importations du lard. Parce qu'après la chute de Muammar Kadhafi, 8 milliards de dollars d'armes légères avec des missiles, avec maintenant des drones qui ont été
s'évaporiser dans la bande sahélo-saharienne. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui exige une réponse globale et aussi une appréhension stratégique des défis et des enjeux de cette région-là. Par la communauté internationale. Une réponse. Il y a l'ONU déjà, il y a cet appel de Paris au Conseil de sécurité, une réunion du Conseil de sécurité. Bon, ça vous fait sourire, donc finalement, ça ne servira pas à grand-chose. Mais quelle réponse globale? D'abord au niveau africain. Déjà, il faut donner l'autonomie stratégique aux États africains. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle du CFA. Parle de le franc CFA, parle par exemple de l'économie africaine, parle de la ZLICA au niveau du continent africain, parle de l'autonomie financière, de l'architecture du système de défense du continent africain, parle aussi du problème économique, du problème, par exemple, des changements climatiques. Aujourd'hui, qui paye le peu cassé de changements climatiques? Et d'ailleurs, on l'a senti au Maroc aujourd'hui. D'accord, c'est les pays africains. Absolument. Et aujourd'hui, par exemple, la bande sahélo-saharienne connaît une période très difficile de sécheresse et aussi de désertification. Qui paye ces prix? C'est la population autochtone. Absolument. Donc, aux pays occidentaux, les pays industriels, d'accord, d'assumer leurs responsabilités et aussi d'avoir des partenariats gagnant-gagnant. Par exemple, si on arrive un petit peu de décortiquer le partenariat Union européenne-Union africaine, il y a une asymétrie, il n'y a pas une symétrie. Donc, par exemple, vous imposez donc pour une entrée, ou bien je ne sais pas, pour que les pays européens exportent leurs produits, donc on paye des impôts très importants avec des standards européens, mais un produit européen qui rentre dans un pays africain, ou bien, donc, il est exonéré. Donc, et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle, si vous acceptez le terme, nous sommes vraiment dans l'absurde total. Donc, et c'est ça la solution. C'est la solution. Bon, alors, puisqu'on parle de solutions et de solutions africaines, Mustapha Tossa, cette mission de la CEDEAO qui est attendue jeudi à Bamako, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et surtout, n'oublions pas que de lourdes sanctions ont été imposées sur le Mali depuis le putsch et depuis aussi ce refus d'établir une date exacte pour des élections dans le pays. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens misent sur les sanctions économiques exercées ou pratiquées par la CEDEAO sur le Mali pour obliger cette direction putschiste à d'abord modérer ses enthousiasmes pro-russes et modérer aussi son agressivité à l'égard des pays européens comme la France et donc revenir petit à petit dans le giron local et africain. Donc ces sanctions économiques, mais ces sanctions, il faut du temps pour que ça donne de l'effet. Ce n'est pas par une baguette magique que tout d'un coup ces autorités putschistes vont changer d'avis. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été soulevé par le professeur Roudani. Ça, c'est la France a échoué aussi à faire de ce combat contre le terrorisme au Sahel une affaire européenne. Elle avait tenté de lancer la force Takuba. Oui. C'est quoi le principe de la force Takuba? C'est cette force qui était destinée à remplacer la force Barkhane et qui devait normalement, sur le papier, être composée de forces spéciales européennes et pourquoi pas d'autres pays en dehors de l'Europe, tout le monde engagé dans la lutte contre le terrorisme. Or, on voit bien que malgré toutes les tentatives d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française, les Européens n'ont pas été sensibilisés à ce combat, à part quelques pays de l'Est qui ne pèsent pas beaucoup dans la balance stratégique et militaire de la région, à part quelques pays, il n'y a pas eu une participation massive de ces pays européens. Comme si les acteurs européens n'ont pas pris conscience que la guerre contre le terrorisme dans le Sahel, c'est leur propre guerre. Ça va les protéger des flux migratoires, ça va les protéger des attentats terroristes sur leur sol. Donc, il n'y a pas encore cette prise de conscience à ce niveau-là pour que l'Europe puisse s'engager dans ce combat. Deuxième élément d'échec des Français, c'est qu'ils n'ont pas réussi aussi à mobiliser les pays de l'Afrique du Nord. L'Algérie a un jeu très trouble dans la région. Et il a suffi qu'il y ait une mauvaise humeur entre Alger et Paris pour que les Algériens ferment le ciel aux avions militaires français et qu'ils sont obligés de faire tout un détour pour aller vers le Sahel. Et il a fallu tout un micmac entre les Algériens et les Français pour que ça revienne. Donc il y a là l'occasion d'interroger, d'interpeller le positionnement dans un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord sur la guerre contre le terrorisme.
Donc tous ces éléments-là font que on rentre dans une phase incertaine et qu'il faut attendre peut-être le prochain attentat spectaculaire ou la prochaine prise de pouvoir de la part d'une organisation terroriste d'un pays africain pour qu'il y ait un choc international et mondial pour se réveiller et dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette région et de cette région dépend notre sécurité à nous, Européens, Nord-Africains et Sahéliens, et donc il va falloir se mobiliser. Donc j'ai l'impression que tout le monde attend ce point de culminance ou ce point de non-retour pour se réveiller et s'investir davantage dans cette guerre. Alors la France a échoué à mobiliser les Européens alors que, ironie du sort, la France préside l'Union européenne, hein, juste pour rappel. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Moustapha Tossa a évoqué le rôle de certains pays d'Afrique du Nord. Moi j'ai envie de parler du Maroc justement aujourd'hui. Le rôle du Maroc dans... déjà bien sûr il y a son implication dans la gestion de la crise libyenne. Qu'en est-il de la région sahélo-saharienne? Qu'en est-il de la crise en tout cas des menaces qui pèsent sur cette région et comment le Maroc peut contribuer à limiter ces menaces-là? Écoutez, tout ce qui se passe maintenant dans les régions limitrophes, notamment dans la bande sahélo-saharienne et même la Libye, relève de ce que je peux appeler national security, la sécurité nationale. Et en fait, donc le Maroc est un pays qui est aussi menacé par ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne. Donc, je peux vous citer un exemple. En 2009, par exemple, lorsqu'il y avait Walid Abou Adnan al-Sahraoui, l'ancien chef du groupe de l'État islamique au Grand Sahara, qui était en connivence avec Mokhtar Belmokhtar, le chef de Al-Qaïda au Maghreb, ils ont mis une opération pour chercher des explosifs en Mauritanie. Et donc, après des enquêtes mauritaniennes, il s'est révélé que ces explosifs sont destinés à une cellule qui s'appelle Fath al-Andalus, avec des cellules opérationnelles dans la ville de Dakhla et Lyon jusqu'à la ville de Marrakech et même Agadir. Et donc, de fait, tout ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne intéresse le royaume du Maroc et peut impacter aussi la sécurité des Marocains et des Marocaines et des Marocains. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, il a un rôle à jouer parce que le Maroc, aujourd'hui, parce que c'est un acteur de dimension internationale dans la lutte contre le terrorisme, il a une expérience, il a une expertise. Le Maroc entretient des relations très, très importantes, bilatéralement parlant, avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la bande sahélo-saharienne. Le Maroc, c'est le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest et de fait, aujourd'hui, il est concerné par ce qui se passe. Et aujourd'hui, le Maroc, c'est un membre de la CENSAD, le groupement régional de la CENSAD. Et aujourd'hui, donc, devant cette situation, donc, le Maroc a pu ouvrir ce qu'on appelle le bureau de l'ONU de la lutte contre le terrorisme en Afrique, donc vu son expertise. Et donc, de fait, aujourd'hui, donc, devant cette situation très importante, notamment les relations stratégiques au niveau d'échange d'informations et au niveau même opérationnel avec Washington, le Maroc peut être vraiment un élément très important dans l'opération Pan-Sahara. Donc, c'est une opération qui va vers la lutte contre le terrorisme et même essayer un petit peu d'apporter son expertise. Mais je pense aujourd'hui, devant la situation, si on décortique d'une manière globale, la situation aujourd'hui, effectivement, elle est très, très difficile et qu'il faut regarder cette géopolitique de terrorisme dans la bande sahélo-saharienne avec l'enchevêtrement des intérêts géostratégiques des États, comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, comme l'Union européenne. Quels sont les intérêts aujourd'hui géostratégiques de la Russie pour se positionner dans cette région? Le repositionnement de la Chine, le repositionnement de la Russie dans la bande sahélo-saharienne, ça va un petit peu libérer l'espace pour exister et avoir une proximité stratégique avec l'Europe et même avec le précaré, parce que si la France continue de regarder vers le sud, c'est parce qu'il y a des intérêts stratégiques. Même le livre blanc de la défense française, en 2008, il a mis vraiment clairement la bande sahélo-saharienne avec le nord d'Afrique jusqu'à la Corne d'Afrique sont des régions prioritaires pour la France, parce que vu les enjeux qu'ils portent et aussi vu, par exemple, l'uranium français, l'électricité française, elle dépend de l'uranium au Niger. Et, même il y a plusieurs entreprises françaises en Côte d'Ivoire, dans ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, de fait, aujourd'hui, on parle d'un continent qui est prometteur,
d'ailleurs, le continent africain, c'est un continent qui encore nécessite beaucoup d'investissements, de développement, juste l'infrastructure par exemple. On parle d'ici 2035, l'Afrique il a besoin de 485 milliards de dollars. Pour la sécurité par exemple alimentaire, l'Afrique a besoin de 390 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que justement la Russie a pris un peu d'avance par rapport aux Occidentaux sur le continent ? Nous sommes dans un jeu d'échecs. Quand je dis Russie, je dis bien sûr Russie-Chine. Hein, mais... Bon, mais écoutez, nous sommes dans un jeu d'échecs, c'est-à-dire votre problème à l'intérieur. Par exemple, quand je parle de l'Union européenne, je vais essayer un petit peu de tirer profit, de l'accentuer, surtout avec l'Ukraine, pour que je puisse exister dans d'autres régions. C'est-à-dire, je suis par exemple, ce qui se passe maintenant en Ukraine. En Ukraine, justement, parlons-en, parce que c'est aussi l'actualité aujourd'hui. Oui, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas que l'Ukraine qui est la pièce la plus importante dans le jeu d'échecs avec l'Union européenne et avec les États-Unis. Je parle de la Russie, mais parce qu'aujourd'hui, je dois créer des zones d'influence stratégique en créant une certaine conflictualité ou bien des hostilités qui permettraient de faire un recadrage de certains paramètres qui me permettent de se présenter ou bien d'exister ou bien de mener une opération pour que je puisse exister dans ces terrains-là. Donc, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a vu comment la France, par exemple, comment l'Union européenne a géré l'Afrique, le discours de la Russie depuis 2006, sur l'Afrique. Donc, on voit que la Russie s'intéresse davantage, par exemple, même certains discours, c'est-à-dire si vous, par exemple, la plupart des chefs d'État, par exemple, africains, pour la santé, donc ils vont vers les hôpitaux français. Il a été aidé par Poutine même lui-même. Et donc, de fait, aujourd'hui, on voit que la Russie, elle a mené toute une stratégie globale pour continuer d'exister et en tirant profit de certaines conflictualités existantes dans certaines guerres. Par exemple, quand vous parlez de la Centrafrique, devant l'impuissance européenne, par exemple, de gérer cette conflictualité entre la Séléka et les Antilles Balaka qui voulaient mener une offensive vers le président à Bangui. Donc, la Russie, elle était là avec les forces de Wagner. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la même chose en Ukraine. D'ailleurs, c'est pas quelque chose de nouvel. En fait, le fait qu'ils reconnaissent l'indépendance de ces deux républiques de sécessionnistes, on le rappelle, ça fait que ça affaiblit aussi le pouvoir en Ukraine aujourd'hui. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent ou pas, ils les aident de toute façon militairement. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas une chose qui est nouvelle. Ça ne m'a pas surpris personnellement. Parce qu'en 2008, la Russie elle a fait la même chose avec l'Ossétie du Sud, en Géorgie, et Abkhazia, donc dans la Géorgie, il a reconnu l'indépendance de ces deux régions-là. Donc, devant le mutisme de l'Occident, notamment l'OTAN, donc Moscou, il a établi une autre doctrine militaire qui a été réactualisée en 2013 et en 2021. En 2013, vers l'annexion de la Crimée et en 2021, dans la perception stratégique d'une guerre sans contact avec l'OTAN, en créant une ceinture stratégique qui est ce qu'on appelle la région de Donbass, avec la reconnaissance maintenant des deux régions séparatistes. Et aussi que depuis, par exemple, les accords de Minsk de 2015, d'ailleurs ce sont des accords qui ont été acceptés, validés par l'OTAN et par l'Union européenne. Et ces accords-là, il était vraiment le préambule de cette action que nous avons vue. Parce que après les accords de Minsk... Donc ce n'est pas une première, en fait. Ce n'est pas une première, parce qu'après les accords de Minsk, qu'est-ce qu'il a fait la Russie comme stratégie? C'est qu'elle a naturalisé 700 000 de deux régions ukrainiens avec la nationalité russe, c'est-à-dire préparer le terrain pour mener une stratégie sur le court terme. Sur le court terme, mais ça n'a rien à voir avec l'adhésion ou pas de l'Ukraine à l'OTAN. Mustapha Tossa, on aimerait bien vous entendre aussi à ce sujet-là. Est-ce qu'il y aurait clairement, concrètement, des impacts de ces accords-là et notamment de cette reconnaissance russe de ces deux régions séparatistes en Ukraine? Alors, Khadija, non, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. L'OTAN est au cœur de ce bras de fer et j'en veux pour preuve. Il y a eu quelque temps, depuis quelques semaines, une rencontre entre Biden et Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a écrit une lettre en demandant des garanties sécuritaires écrites à l'OTAN. Et dans ces garanties sécuritaires, il y a deux points essentiels. Un, il faut que l'OTAN s'engage par écrit à ne pas accepter l'adhésion de l'Ukraine. Et deux, il faut que l'OTAN s'engage par écrit à ne pas déployer des armes offensives sur l'Ukraine et dans les territoires limitrophes de la Russie. Sur ces deux points, l'OTAN a été incapable d'apporter des réponses concrètes. C'est ce qui a fait que Vladimir Poutine
à pousser cette politique du fait accompli. Vous ne voulez pas donner suite à mes demandes de garantie, eh bien, je crée une nouvelle réalité politique et géostratégique. Donc, non, l'OTAN est au cœur de ce conflit, parce que si l'OTAN avait dit on s'engage à ne pas donner le statut de membre à l'Ukraine, et éventuellement on avait parlé à un moment donné de la finlandisation, de donner le même statut que la Finlande à l'intérieur de l'OTAN, il n'y aurait pas eu cette tension et Vladimir Poutine n'aurait aucune raison de pousser ses pions, ni militaires, ni de reconnaissance politique. Donc c'est que l'OTAN, c'est que la menace de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et donc qui va rompre aussi cet accord tacite qui a eu juste après la dissolution de l'URSS. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher vraiment à ces anciens pays qui faisaient partie de ce bloc communiste de l'URSS pour ne pas déclencher de guerre. Oui, c'est vrai que les Russes rêveraient, sont obsédés, notamment Vladimir Poutine, par retourner à la situation d'avant 1997, d'avant l'élargissement de l'OTAN vers ces républiques anciennement soviétiques. Mais il sait très bien que ce n'est plus possible, mais il veut absolument freiner cette démarche et cette évolution de l'OTAN vers l'Est, notamment en absorbant l'Ukraine. Et moi, j'ai l'habitude de rappeler une phrase qui a été dite lui-même par Vladimir Poutine. Il parle beaucoup, mais des fois, il a le sens de la formule. Récemment, dans une conférence de presse, il a dit cette phrase-là qui résonne en ce moment. Il a dit « Si demain, l'OTAN intègre l'Ukraine, en voulant pratiquer la charte de l'OTAN, à savoir l'article 5 de l'OTAN, l'OTAN serait obligée de mener la guerre à la Russie pour récupérer la Crimée. Et donc, on serait déjà dans une logique de confrontation militaire entre l'OTAN et la Russie. Donc, il veut éviter ça. Ah, parce qu'on ne l'est pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce qu'on est dans des mouvements de troupes, dans des mouvements politiques, mais on n'est pas encore dans la confrontation militaire. Parce que, d'un autre côté aussi, c'est l'idée que je voulais avancer après, c'est que Vladimir Poutine et les Russes savent très bien, ils sont convaincus aujourd'hui qu'aucun Européen, qu'aucun Américain ne mourrait demain pour Kiev. Donc, il n'y aura pas de troupes étrangères sur le sol ukrainien pour un bras de fer militaire avec l'Ukraine. Donc, il a tout le territoire à lui pour avancer à sa vitesse et imposer son tempo. Maintenant, les Européens et les Américains ont répondu avec les sanctions. Et ça, c'est le point le plus important. Les sanctions, oui. C'est pour ça que je vous ai demandé, c'est pour ça que je vous ai posé la question sur les conséquences, Mustapha Tossa, est-ce qu'il y a réellement de conséquences pour Moscou, alors, pour les Russes. C'est sûr que les sanctions, que ce soit celles prises par les Européens ou par les Américains, vont faire beaucoup de mal à l'économie russe. Mais on dit aussi que Vladimir Poutine, en bon joueur d'échecs, a déjà anticipé ses conséquences et a déjà fait des alliances avec la Chine et avec d'autres pays pour essayer justement d'amoindrir les effets. Mais à long terme, c'est vrai que l'économie russe va souffrir. Mais si demain on rentre dans le dur du bras gazier entre l'Europe et les Russes, ce n'est pas uniquement les Russes qui vont souffrir, mais aussi les Européens. Je rappellerai simplement que pour quelques centimes de plus dans le prix du gasoil en France, on a eu droit à presque 3 années de gilets jaunes. On a eu droit aussi dans un certain nombre de pays européens, l'extrême droite était au bord, à la porte du pouvoir. Donc, il peut y avoir des conséquences lourdes aussi bien pour les Russes que pour les Européens sur le plan économique et social et politique. Justement, dans la même veine, Cheikh Khabir Oudani, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une union du côté européen par rapport à cette question de l'Ukraine? Et notamment après, si effectivement il y a ces conséquences par rapport au gaz, au pétrole, et sur l'impact sur les populations, est-ce que cette cohésion apparente du côté européen pourrait
perdurer dans le temps malgré les impacts sur les populations? Écoutez, la première chose qui est très importante, c'est qu'il faut le savoir qu'il y a beaucoup de pays européens à l'image de la France qui investissent beaucoup d'argent, des milliards de dollars dans l'industrie russe. C'est-à-dire, par exemple, la France, à peu près... On en parle peu. Voilà, c'est 80 milliards de dollars. Il y a Total, la compagnie pétrolière la plus importante en France. Il y a des entreprises françaises de l'automobile. Et de fait, donc, il y a des intérêts vraiment économiques et stratégiques de la France. Et donc, de fait, aussi même l'Allemagne, si on décortique un petit peu et on revient en arrière, on voit que l'Allemagne, elle était vraiment hésitante vis-à-vis de la situation, vis-à-vis, par exemple, le langage américain. Absolument. Et en fait, par exemple, même à l'échelle de... Parce que l'Allemagne a beaucoup d'intérêts, notamment gazier. Oui, par exemple... s'approvisionne beaucoup du gaz russe. Et même l'Europe, il a 40% voilà, s'approvisionne de 40% du gaz russe. Donc c'est un gaz qui est très important pour la sécurité énergétique européenne. C'est-à-dire demain ou après-demain, si Poutine décide de fermer, par exemple, les vannes, ça sera difficile pour les États-Unis. Écoutez, aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont maintenant, qui planent, et que les Américains, par exemple, on décortique un petit peu les idées, un petit peu de ce qu'on appelle Time Tiger américaine, qui est menée par un certain Bike, l'adjoint de Jack Sullivan. Donc, il y a des sanctions qui pourraient vraiment renforcer l'hostilité, c'est-à-dire aller vers, par exemple, mettre des sanctions sur deux banques qui sont les plus importantes en Russie, qui est Bank et VTB, qui collectivement détiennent à peu près 750 milliards de dollars d'actifs russes. Donc, de fait, ça va un petit peu bousculer l'équilibre interne de la Russie. Ça va vers une certaine aventure d'aller vers plus loin. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle militairement le signe noir. Le signe noir, c'est-à-dire, voilà, sont des probabilités qu'il faut prendre en considération et des éventuels scénarios qui pourraient même affecter le monde entier. Tout le monde le sait, par exemple, l'Ukraine, c'est un pays qui est très important pour le blé, pour plusieurs pays en Afrique du Nord et pour des pays... Notamment le Maroc. Non, notamment l'Égypte. L'Égypte, 50%. Du blé ukrainien. Non, l'Égypte, 50%, le Maroc, 26%, la Libye, c'est à peu près 30%, si je me rappelle, le Yémen, c'est 22%, d'autres plus. Les pays de l'Asie Sud, le Bangladesh, tout ça, sont des pays importateurs du blé ukrainien. Et donc, de fait, aujourd'hui, vraiment, la situation, il est importante. Au niveau européen, tout le monde le sait qu'il y a une déliquescence entre les pays européens de la manière d'apercevoir l'OTAN en tant que stratégie de défense collective. C'est par exemple, il y a l'axe Berlin-Paris qui regarde qu'il faut maintenant se réengager les pays européens dans une espèce de politique européenne de sécurité et de défense communément appelée le PESC. Et il y a certains pays, un axe qui va opposer, c'est l'axe par exemple des pays du Balte, de la Lituanie et du Pologne et de la Roumanie qui disent non, il faut rester dans l'OTAN parce que les Américains, c'est le seul qui est capable, avec leur capacité de projection, de ne prémunir d'une attaque ou d'une menace venant de la Russie. Et donc, de fait, aujourd'hui, il y a le Brexit, par exemple, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a impacté aussi la logique militaire et la logique de défense à l'Union européenne. Et donc, de fait, Poutine, il suit très bien avec ses stratèges, ces calculs-là, donc le stratagème russe, il a été peaufiné dans cette logique-là de créer une discordance au niveau de l'Union européenne et de pousser l'Union européenne à mettre en place une politique de défense et de sécurité collective, et sachant bien qu'ils n'ont pas les moyens et même la stratégie, ou même au niveau politique, il ne peut pas accompagner cette perception dans la défense, et aussi parce qu'il a vu que aujourd'hui nous sommes dans un jeu d'échecs où certaines doctrines militaires sont en mouvement, sont des pièces en mouvement. Par exemple, quand on parle de la doctrine militaire russe ou bien américaine sur la question de l'Ukraine, sur la question de l'Indo-Pacifique, parce qu'aujourd'hui l'enjeu c'est l'Indo-Pacifique et aussi l'axe Chine-Moscou qui est en train de mobiliser plusieurs forces. Cette route de la soie, justement. Voilà, la route de la soie, One Round One Belt, et aussi le projet Shanghai, au projet Eurasia, parce que la Russie, il voit le monde comme désert,
civilisationnel, il a ce qu'on appelle la démocratie souveraine. Donc l'Occident voit avec une autre perception le modèle, par exemple, démocratique. Et de fait, nous sommes dans une opposition vraiment structurelle. Et aujourd'hui, l'Ukraine n'est qu'une illustration et qu'une manifestation de cette dislocation, de cette confrontation qui s'est déclenchée depuis la fin de la guerre froide, parce qu'il ne faut pas oublier les accords de Potsdam, les accords, par exemple, de traités, plusieurs traités qui ont été signés, SALT 1, SALT 2, STAR avec les Américains sur les missiles balistiques à moyen portée et à long portée, avec l'enchevêtrement aussi des intérêts des missiles balistiques avec Arba qui dépasse le 5 manière. Par exemple, la Russie est en train maintenant de fabriquer des missiles balistiques avec un Mach 15. Donc, de fait, aujourd'hui, vraiment, il a des moyens de dissuasion et de persuasion. C'est pourquoi on voit Poutine, il est en train de parler à l'aise, aisément. Mais dissension aussi au sein de l'OTAN. Si on voit par exemple la position de la Turquie, qui a beaucoup d'intérêt, notamment en Ukraine, mais aussi avec la Russie, on voit que c'est un grand player. Parce que si on voit un peu les big players un peu de l'OTAN, à part les États-Unis et quelques pays européens, la Turquie reste quand même un membre important de cette organisation. Oui, pourquoi aujourd'hui on voit autant de dissonance? Est-ce que c'est purement par intérêt géostratégique et géoéconomique? Écoutez, aujourd'hui, c'est les intérêts qui normalement qui dictent la stratégie d'un pays. Aujourd'hui, par exemple, la Turquie voit son intérêt stratégique avec l'Union européenne et avec les États-Unis. Il voit sa sécurité, sa défense avec l'Union européenne et avec même s'il y a certaines, je ne sais pas, tractations, consensus avec la Russie sur la question syrienne, mais la Turquie voit, par exemple, sa position, il est purement politique. N'oublions pas, par exemple, les Kurdes. Même la Turquie, elle est menacée par cette question séparatiste des Kurdes. Et donc, de fait, c'est une annonce politique et c'est une annonce aussi stratégique pour la Turquie pour s'allier davantage avec l'Union européenne et de dire que je suis capable, si vous révisez vos doctrines, donc je suis capable d'apporter certaines réponses à des questions qui sont structurelles au sein de l'Union et même au sein de l'OTAN. Staffan Toussaint, un dernier mot justement pour clore cette discussion et sur l'avenir. Est-ce qu'on peut toujours espérer une solution diplomatique, surtout après cette initiative russe de reconnaître ces deux régions séparatistes en Ukraine? Pour ce qui est de la solution diplomatique, elle est inévitable parce qu'à la place, il y aura la guerre. Et je ne crois pas que ni les Américains, ni les Russes, ni les Européens n'ont envie d'entamer une troisième guerre mondiale. Donc la solution diplomatique aura un prix, mais elle aura lieu. Mais moi, je voudrais simplement ajouter un élément qui est très important, c'est que c'est sur cette bataille gazière. Les Américains sont en train de tout faire aujourd'hui pour sortir les Européens de cette dépendance à l'égard du gaz russe. Biden a reçu récemment l'émir du Qatar, le Tamim, pour essayer de trouver des alternatives au gaz russe. Et les Américains proposent le gaz de schiste, le gaz de schiste liquéfié à l'Europe, mais aussi les Américains, dans ce contexte-là, se posent la question, est-il pertinent, même politique, est-il géostratégique acceptable d'avoir, par exemple, un gazoduc qui est algérien qui traverse le Maroc pour aller en Espagne et au Portugal et en Europe soit encore fermé? Donc moi, je crois que l'impact de cette crise ukrainienne aura forcément des conséquences sur la géopolitique de la région. À un moment donné, il y aura des questions et des interrogations sur l'utilité d'entreprendre telle ou telle démarche, de fermer tel ou tel gazoduc, ou l'obligation de le rouvrir pour participer à cet effort de guerre, entre guillemets, contre les Russes, pour les Européens et pour la région. Donc là, nous serons en Afrique du Nord ouvertement, directement impactés par cette crise, quelles que soient ses évolutions futures. Merci beaucoup, Staffan Toussaint. Une réaction peut-être, Chakra Beloudani, sur ce que vient d'avancer mon confrère Staffan Toussaint en une minute, peut-être, c'est ce qui nous reste. Bien sûr, il y aura des répercussions. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ou bien la Russie et l'OTAN, il y aura des impacts sur la géopolitique du Maghreb notamment, et même la bande sahélo-saharienne, et même à l'échelle de l'Union européenne. Donc je pense que par la contrainte de voir certaines décisions unilatérales ont été prises. Donc je pense que
il y aura donc des discussions, même je pense qu'ils ont été amorcées, donc de revoir les stratégies globales. Mais je pense que l'impact, par exemple, sur la question libyenne, surtout avec la perception aujourd'hui de voir ce qui se passe en Libye, ça va impacter donc cette dislocation ou bien cet antagonisme qui perdure, va perdurer l'insécurité dans la région et la sous-région, notamment en Libye ou notamment dans la bande sahélo-saharienne et même d'autres zones d'influence stratégique en Afrique. On va voir certaines vraiment une affermissement de puissance de jeu entre l'OTAN, les Américains, l'Europe et l'Union européenne, et aussi Moscou de l'autre côté. En tout cas, on est loin de la fin, n'est-ce pas, de ces effets dominos, de ce conflit entre, bien sûr, la Russie et l'Ukraine, mais pas que. Merci beaucoup, cher Khaber. Je vous en prie, madame. Merci à vous également, Mustapha Tossa. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.